Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, de nouveau filmé cette semaine. Et je suis en compagnie de Pidou. Salut à tous. Et oui, avec tout le rant qu'on a fait la semaine dernière sur la F1 Academy. Exactement, ouais, un peu là. Et donc cette semaine, on va discuter d'un nouveau sujet. Et on s'est dit qu'on allait partir sur une thématique vaste. Parce que maintenant, vous allez voir, on fait un peu plus ça, de juste se balancer des mots et on voit où est-ce que ça nous mène. Parce que c'était vraiment finalement le propre même du podcast, un peu d'être une discussion. Ouais. Et ça va être sur l'actualité internationale. Parce qu'on vous avait dit en début d'année qu'il ne se passait pas grand-chose dans l'actualité internationale. C'était le cas. Mais tout a changé. Les choses ont pas mal évolué depuis. Tout a changé, tout est différent. Et donc voilà. Donc comme là, à peu près, au moment où on tourne, on vient de passer l'anniversaire des 2 ans de l'Ukraine, de la... Je croyais du podcast. J'étais en mode apuré, non. C'est vrai. Mais indirectement, oui, aussi. Oui, c'est vrai que ça a été un des premiers sujets qu'on avait fait aussi. Donc de la guerre en Ukraine, les élections américaines arrivent à grands pas de plus en plus. On a Super Tuesday. Non, comment ça s'appelle? Oui, Trump est vraiment, à part, on y reviendra après ça, mais oui, à part, sauf malheur à sa personne, il sera le candidat, comme j'adore dans les médias, il l'appelle l'ultra favori ou le archi favori pour les primaires républicaines. Ouais. Donc, comme Biden d'ailleurs, finalement. Et Biden, il n'y a personne. Si, il y a un quelqu'un candidat. Ouais. Attends. Ah ok, autant pour moi. Pendant ce temps-là, je regarde. Je croyais que justement, comme c'est un président sortant et la tradition veut qu'on ne remette pas en cause le leadership du président sortant. C'est pour avoir un semblant de démocratie, je pense. Là. D'accord, très bien. Donc voilà, donc il y a plein de nouvelles. On s'est dit, ça serait bien qu'on fasse un point et souvent on voulait faire des petits points comme ça. Et aussi, vous prévenir que vous pouvez nous retrouver actuellement sur YouTube avec la vidéo, mais également sur Apple Podcast, Spotify, et vous pouvez actuellement mettre un pouce en l'air sur YouTube, nous dire à quel point vous adorez le setup et nous recommander peut-être quelques petits changements, mais aussi nous mettre les étoiles sur Spotify et puis nous suivre sur Instagram, TikTok, YouTube Shorts. Ouais. C'est pas mal déjà. Non, Instagram c'est Reels. déjà très bien. Ouais. Sachez qu'à terme, là on fait ça à Roots dans mon salon, mais à terme on va probablement essayer de mettre des trucs derrière et un jour on aura énormément d'argent et on aura un studio. Alors, investiture démocrate, il ose défier Joe Biden pour empêcher son inévitable couronnement. Donc c'est le candidat Dean Phillips. Voilà, moi je le connais pas. Il est indépendant. Enfin il est pas indépendant, il est sénateur, quelque chose, congressman, non? Rien? Non, je sais même pas. Bon, excommunié par son parti. Bon voilà. Voilà. Mais c'était, en tout cas, c'est une candidature fantoche. Ouais, il ressemble tellement à Ron DeSantis. Ah, de fou. En fait, c'est Ron DeSantis qui a mis une cagoule. C'est ça. Il s'est dit, ok, je tente ma chance, les gars. C'est pas fini. Est-ce que Ron DeSantis ne serait pas le Manuel Valls américain? Ah putain, ouais. Ah mais non, mais clairement. Attends, son retournement de veste, incroyable. L'avant-veille, il est en mode, je suis le seul candidat républicain à pouvoir faire ça. Donald Trump ne fonctionnera pas, ce n'est pas possible. Le gars, il a un gros 0 sur son compte en banque qui s'affiche. Il est en mode, en fait, Donald Trump, dans le fond, c'est pas si mal. Mais moi, en parlant d'actualité internationale, on va commencer peut-être par ça. Je trouve ça fascinant qu'il y a plus... En fait, allez, je la refais. Je trouve ça fascinant qu'il y a tellement... Sur les réseaux sociaux, mais aussi, je trouve que les réseaux sociaux commencent à prendre le pas dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a un peu une vibe sur les réseaux sociaux de dire que... Parce que les gens veulent avoir l'air plus intelligents que ce qu'ils sont, que ça y est, la Troisième Guerre mondiale a commencé, on est en plein dedans, etc. Tu vois. Et déjà, ils ne lisent pas forcément les faits au complet. Puis ça, on en reparlera avec l'Ukraine, etc. Alors qu'il y a des excellents youtubeurs comme Astro5 qui font des vidéos pour vous expliquer pourquoi la Troisième Guerre mondiale, c'est de la branlette intellectuelle. Bof. Mais par contre, c'est que... T'as vu ce qu'a dit Nicolas Dupont-Aignan ? Qui est passé sur France Info ou je sais pas où, là, tu sais, dans les grandes chaînes. Non. Il a dit que Trump était la seule personne aux États-Unis capable d'empêcher la Troisième Guerre mondiale. D'empêcher la Troisième Guerre mondiale ? C'est zéro vanne dans ce que je dis. Et Nicolas Dupont-Aignan, c'est pas le premier mec politique en France. Tout à fait d'accord. Mais pour dire... C'est le gars qui est... Oh, regarde. C'est le gars... Mais je sais pas si Nicolas ça se voit sur le retour.
Mais oui, alors ça, pour expliquer, c'est juste que l'iPhone détecte des signes et il les fait, c'est sur Zoom. Si vous êtes sur Zoom aussi, des fois, ils le font. Donc, ça n'avait rien à voir avec Nicolas Dupont-Aignan. En tout cas, c'est un peu marrant. l'adore. J'ai un peu envie de les laisser parce que c'est très random. Ouais. Donc, Il y en a eu plein. Mais oui, non, Nicolas Dupont-Aignan, il est quand même drôle parce que ce gars-là, il a sa petite ligne à lui. Il n'est pas d'accord avec le RN. Tu sais, il pourrait gagner beaucoup plus là en étant avec le RN. Mais même Oui. à l'Assemblée nationale, le gars, il est indépendant. ouais, non. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il a sa ligne, il sort ses livres, bon, qui sont pas super bien faits, etc. Mais il dénonce ce qu'il a envie de dénoncer, tu vois. Et il continue quand même d'avoir une audience, tu vois. Il n'est pas inexistant sur le plan politique. Bon, son analyse est totalement biaisée, totalement fausse. Mais je trouve ça fou que ça vient dans le discours et que j'ai l'impression que c'est fou à quel point l'Europe, et on peut peut-être ouvrir sur ça, et l'Europe, à quel point elle, encore aujourd'hui, on a beau le dire en permanence et tout, se maintient dans le truc de... ils sont dépendants des élections américaines, quoi. Alors, dépendant, ça dépend. Si on dit dépendant dans le sens que, en fonction des élections américaines, la politique européenne va être impactée, évidemment. Non, mais on s'en préoccupe plus que les élections européennes, par exemple. J'ai Ah, l'impression. Non, alors après, faut faire attention, ça dépend aussi beaucoup. Par exemple, ça dépend les algorithmes. On l'a vu plusieurs fois où toi et moi, par exemple, on discutait de sujets en mode Troisième Guerre mondiale. Par exemple, moi, sur mon feed TikTok, je n'en entends jamais parler. Jamais. Mais c'est aussi parce que mon feed TikTok, c'est des chats, de la F1 et de la stratégie militaire. Donc, mais ancienne, tu vois, genre grecque, romaine, etc. Donc, il y a peu de probabilité. Puis dès que j'ai pas un truc que j'aime pas, je m'ai pas intéressé. Mon feed Instagram, par contre, c'est que France Insoumise, RN, LR, En Marche, etc. Parce que je veux voir quelles sont les publications qu'ils font, je veux savoir quel est leur truc et tout. Donc ça, il y a ce premier aspect, c'est sûr. Mais après, derrière, il y a le côté effet de buzz. Tu vois, par exemple, le RN, en France, ils sont à fond sur, je crois que c'est vivement le 9 juin, c'est pour faire en sorte que Jordan Bardella soit le premier candidat, en gros, des élections européennes, donc candidat du RN. Donc, eux, ils monétisent à fond les élections européennes pour dire c'est l'échéance à venir. Et Renaissance, ils font pareil, parce qu'ils veulent aussi... Bon, alors, ils n'ont pas de poulain de tête, donc c'est un petit peu difficile pour eux en ce moment, mais ils veulent aussi pousser. Et la gauche a suivi un petit peu l'enjeu en mettant Glucksmann un petit peu en avant, mais sans le confirmer vraiment trop. Donc, les LR avec François-Xavier Bellamy, mais c'est plus dur. Et donc, du coup, ils essayent de promouvoir ce qui va les impacter. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, de mon côté, je vois beaucoup plus l'élection européenne comme le premier enjeu. Et sur les plateaux télé que je suis beaucoup, très populaire, etc., on parle plus d'élections européennes qu'américaines, notamment parce qu'en ce moment, depuis janvier, il n'y a pas eu trop de primaires, il n'y a pas eu de résultats depuis l'Iowa. Ouais, mais c'est que moi, je suis beaucoup les médias québécois et canadiens, nord-américains, donc c'est vraiment tous les jours, quoi. Dès que Trump il sort d'un procès, casse le matos. Dès qu'il sort d'un procès, dès qu'il fait un truc, on en parler, mais tu sais, commençons peut-être à propos des tensions internationales, etc. On peut commencer par l'Ukraine, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de points. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu l'entrevue de Vladimir Poutine avec Tucker Carlson qui... Alors finalement, je ne l'ai pas vu, moi. Mais il n'y a pas de spoil, là, on s'en fout. Non, mais qui était du coup directement une entrevue où il s'adressait directement aux Occidentaux, tu vois, ce qui est un moment assez rare, parce que les 3/4 du temps où il parle, c'est aux Russes. On peut en parler là, de ce truc-là, parce que même toi et moi, on peut commencer par ça. On a effleuré la question par podcast. Moi, je l'ai regardé, l'entrevue, je l'ai regardé en live, dès qu'elle est sortie, là. Sur Twitter ? Non, sur le site de Tucker Carlson. D'accord. Parce que je pensais qu'il n'y avait que Twitter, que c'était un accord avec Elon Musk qu'il avait fait. Non, donc je l'ai regardé, j'ai trouvé ça pas très intéressant, pour être honnête. Il y avait rien, en fait, j'ai rien appris de nouveau. Quand vous suivez l'actualité, il y avait rien de nouveau. Ils en ont fait tout un buzz en disant que ça y est, l'établissement américain allait tomber, la propagande allait tomber, etc. Et moi, je trouve ça fou comment la guerre en Ukraine a réussi à polariser vraiment les gens et à un degré. Sur les relations internationales, les gens s'en foutaient des relations internationales avant. Non, mais même c'était même pas discuté au débat des présidentielles. Surtout que tout est... En fait, c'est que soit les gens sont vraiment pro-russes, entre guillemets, si tu veux, ils sont en mode... la Russie, si vous allez sur Twitter, par exemple, dans les threads, vous allez voir, la Russie avait presque le droit et la raison d'aller envahir, puisque... c'est un discours il très y avait présent, le bataillon d'Azanov qui est donc... on va se faire démonétiser, qui est nazi, donc voilà, ils allaient juste défendre leur population, puis après ils font des théories alambiquées de pourquoi ils attaquent pas par le nord,
qui sont juste là pour se défendre, etc. Que la France, que tout le monde devrait s'en détourner, que c'est leur problème, etc. Et après, On n'a pas à avoir des milliards à nous qui C'est devraient ça. financer ce genre de truc, Et alors que nous, on manque d'argent. t'as l'extrême inverse où t'as vraiment... Et donc, ces Les mêmes va-t-en gens-là... guerre aussi, ouais. Non, t'as ces mêmes gens-là qui disent que dans tous les cas, ils vont nous entraîner dans une guerre mondiale et on va tous crever, tu vois. Voilà, c'est ça. Et à l'extrême inverse, t'as les gens qui disent non, il faut qu'on y aille, enfin, faut pas qu'on y aille, il faut qu'on soutienne l'effort de guerre, etc., qu'on soit à fond et tout là-dedans. Je suis en mode, mais enfin, c'est fou à quel point il y a genre zéro rationalité et surtout, je suis désolé, mais une assez mauvaise connaissance de tant la situation. On l'applique ça de manière générale, hein. D'ailleurs, dans le Oui. débat public, ça s'applique aussi bien pour l'agriculture actuellement que dans tout. Tout le monde a un avis sur tout, ils sont tranchés sur tout, mais la nuance, la raison, le fait Non, d'être puis même, juste et juste, sage, moi, ce qui m'angoisse un peu, c'est une absence du... c'est au niveau des faits. Ils vont regarder les mêmes faits, ils vont pas voir la même chose. Ah mais oui, parce qu'ils sont Je suis en biaisés de mode, ouf. Regarde. Mais les deux, hein. Tu regardes ne serait-ce que... Moi j'ai un truc très simple pour tous ceux qui sont en mode on devrait pas donner de milliards à l'Ukraine. Très bien. Sans citer de nom, là, je veux dire, je suis énormément ce que les ambassadeurs de différents pays disent, etc., dans les conférences ou voilà, en privé et tout. Tous les ambassadeurs, qui sont des gens qui sont des pros, c'est pas des politiques. Si vous connaissez un petit peu ce que c'est qu'un ambassadeur et un consul, c'est tout sauf un homme politique. C'est quelqu'un qui est sur le terrain et qui connaît les interlocuteurs avec qui il parle. Eh bien, tous te disent que la Russie est une étape, que l'Ukraine est une étape pour la Russie. Donc pour moi, le calcul, il est très simple. Mais déjà, Soit t'envoies des milliards, soit dans 5 ans, 10 ans, t'envoies des troupes. Non, mais c'est sûr que de toute façon, il l'a dit, Sergueï Lavrov l'a dit en février 2023, l'étape d'après, c'est la Moldavie. Mais c'est genre, il certain. l'a dit, écrit dans le papier. Après, la théorie de est-ce qu'ils vont tester l'article 5, moi, j'y crois pas trop, pour la simple et bonne raison que c'est quand même énormément joué avec le feu et qu'il y a une variable que tout le monde a oubliée parce que oui, la contre-offensive ukrainienne a été évidemment un échec, ça c'est évident, même eux l'ont fini par l'avouer. Mais c'est qu'il faut se rappeler que l'armée ukrainienne ne tient actuellement que sans maîtriser son ciel. Bah c'est ça. Et il n'y a pas un soldat américain qui est déployé. Il n'y a pas l'armement qu'on leur donne. C'est évidemment du très bon armement, mais on leur donne pas le meilleur qu'on a. Parce En France, on leur a donné le meilleur. On leur a Ouais, donné on a les été- canons César. Hein. Mais par exemple, les Allemands, ils ont toujours pas donné ceux qui ont les missiles long range, Longue qui portée, ouais. sont les meilleurs, tu Mais vois. c'est que les longues portées, c'est un enjeu politique. C'est parce qu'avec le longue portée, tu peux taper la Russie beaucoup plus loin. Et donc là, tu commences à te dire, ouais, mettons si toi je te donne un marteau et tu fracasses quelqu'un avec, je t'ai quand même donné un marteau à la Oui, base. oui, tu non, vois. bien sûr. Mais il y a un peu un truc de... donc là, la Russie, il faut pas oublier qu'elle est relativement en PLS, je dis bien relativement, dans ce contexte-là, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire que si demain... Et surtout que, moi, j'en parlais hier avec ma blonde, qu'il y a toute une partie que si demain il y avait un vrai conflit international, la Russie ne peut simplement pas l'assumer, je pense, pour une partie qu'on a complètement oubliée, qui se trouve de l'autre côté du monde, parce que la Russie, alors désolé pour vous, mais la Terre est ronde, la Russie étant sur la face... Comment t'expliques que je vois pas... Le bout, ouais. Les États-Unis et la Russie sont bien évidemment presque frontaliers, mais sur un petit bout. Sont Mais frontaliers. il y a un truc qui s'est passé en Asie, qui a été beaucoup mis de l'avant ici, alors je ne sais pas du tout en Europe, sur à quel point la Corée du Sud et le Japon et les États-Unis ont fait des alliances militaires à un degré, ils ont le plus haut degré possible. C'est-à-dire ils sont aujourd'hui, les experts te diront que c'est l'OTAN en gros. Enfin, comment on dit, la communication qu'on a entre les pays de l'OTAN et ce qu'ont les États-Unis avec ces deux autres pays-là, la Corée du Sud et le Japon, c'est la même chose. Ils ont, pour vous donner un exemple, ils ont comment on appelle ça, le truc en temps réel. Ils savent où sont les troupes américaines en temps réel. Ouais, Normalement, c'est un truc que tu donnes jamais. Les Japonais savent où ils sont et les Américains savent où sont les Japonais. Sauf que il y a des îles qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, sont disputées entre le Japon et la Russie. C'est une bataille territoriale parce que, notamment, la Russie a déclaré la guerre, l'URSS a déclaré la guerre au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont fini par capituler, etc. Mais tout ça pour dire que si demain il y avait un conflit international, le Japon, il ne fait aucun doute qu'il va side avec les Américains. Donc la Russie va se retrouver avec le fameux double front sur un territoire immense et impossible à tenir. Ils l'ont déjà fait, hein. Ça, mais à ce degré-là, parce que les Japonais et la Corée du Sud, aujourd'hui l'armée qu'ils ont, c'est pas rigolo du tout ce qu'ils ont. Alors évidemment, tu aurais la Corée du Nord qui rentrerait, mais la Corée du Nord, ils vont s'en occuper, je pense, à mon humble avis, en 48 heures. C'est-à-dire que je pense que... Ce qu'on disait de l'Ukraine, hein. Non, mais je pense que si les États-Unis... Il pourrait y avoir des frappes préventives sur la Corée du Nord et tout, parce que... Ce qu'on disait de l'Ukraine. Non, mais les Américains.
Enfin, que les Américains le fassent. le fassent Ah, sur d'accord. la Corée du Nord. C'est-à-dire, Ouais, ils vont. mais ouais, encore une fois. Mais ce que C'est je veux très dire. dangereux une invasion. Hein. Ah non, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la Russie, en ce moment, elle est en difficulté. Ça, c'est indéniable. Elle Oui, tient bien le sûr. bout, mais elle est en difficulté. Contre un pays frontalier qui n'a pas d'armée et qui est le pays le plus corrompu du monde. Et à qui on a donné énormément d'argent, énormément de trucs et qui sont prêts à se battre. Mais c'est pas des gens qui sont formés pour. Et c'est un seul front. Donc imaginez l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, qui eux, dans tous les cas, article 5 ou Après, pas. tu feront- rationalises quelque chose qui, par nature, est très chaotique. La Hmm. guerre n'est jamais rationnelle. Non, mais avant de faire le move, tu vas rationaliser. Et Poutine, il avait énormément rationalisé. Et ça, je suis assez d'accord qu'il s'est pas levé un matin avec Oui, mais- son bol de céréales et qu'il s'est dit, je vais envahir l'Ukraine. La guerre peut se déclarer de manière très inattendue. Tu vois ce que je veux dire? Le fameux missile qui est tombé en Pologne et qui était vraiment un oups pour le coup. Bon, bah voilà, l'exercice militaire pendant la guerre froide, etc. Des guerres peuvent être Très bonne déclenchées. vidéo sur ça sur ma chaîne. Ouais. Des guerres peuvent être déclenchées de manière vraiment inattendue. Tu vois, un archiduc qui se fait buter quelque part et finalement tu te retrouves avec les grandes nations qui sont en guerre. Bah, c'est ce que disent les services secrets actuellement, c'est qu'il y C'est aura un truc monté qui va forcer l'invasion d'un pays à un autre. Où ils Voulu ou pas testeraient, du voulu, coup, mais regarde le conflit au Moyen-Orient. T'as des jeux d'alliance. En fait, pourquoi les gens veulent pas que ça dégringole? C'est à cause des jeux d'alliance. Parce que les jeux d'alliance, après, Ouais, mais t'as derrière, vu la t'engranges des grands rationalité trucs. que met l'Iran dans sa réflexion quand même. Ouais, mais heureusement. Alors qu'ils se détestent tous. mais ils parce que détestent les si eux, Israéliens. ils mettent le pied là-dedans, quelqu'un d'autre met le pied contre eux et ça Mais c'est renclenche. pour ça que moi je n'y crois pas à un conflit international parce que, et là dans toute ma théorie sur le Japon et tout, j'ai pas parlé de la seule énorme inconnue que là j'ai pas les connaissances pour être China. exactement la Chine qui, n'oublions pas, a quand même des sous-marins nucléaires, 1 milliard d'hommes mobilisables. J'abuse, mais tu sais, ils ont une armée. Bah, ils ont. Ouais, on est ils déjà ont sur le vraiment- rouleau compresseur russe, je suis en mode, bah alors là, la Chine, préparez-vous. C'est. Voilà. Et qui rationalise son invasion de Taïwan parce qu'ils savent qu'ils peuvent se prendre une branlée aussi. Bah là, récemment, ils ont quand même refait des beaux exercices survolant l'espace militaire Ouais. taïwanais. Ils sont réaffirmés le fait que c'était l'objectif China 2050. Mm. Tu sais, je veux dire, pour reparler de l'Ukraine, là, je pense que l'enjeu, et on a vu notamment récemment, vous pouvez voir que Volodymyr Zelensky, il a un pouvoir qui est quand même assez exceptionnel parce que les États-Unis lui ont tourné le dos. Quel est le premier pays vers lequel il est allé? La France. En Et- termes de statut diplomatique, c'est énorme. Et il a fait un pacte de défense, etc. avec de la France. sécurité bilatérale. Bilatéral, ouais, c'est ça. Avec la France, l'Allemagne et le Canada. Pour vous dire un petit peu, c'est quand même important. Il faut toujours regarder l'histoire en fait quand on analyse le présent. C'est pour ça qu'on a fait nos études. C'est beaucoup de choses qu'on apprend et c'est comme ça que réfléchissent vraiment les grands dirigeants, les grands trucs. La France était le pouvoir de la diplomatie depuis les grands rois de France, etc. C'est à la Seconde Guerre mondiale qu'on a perdu ce statut. Et pourquoi les États-Unis n'avaient pas ce statut et comment ils l'ont acquéri? C'est notamment en sortant de leur protectionnisme, en allant défendre en Europe un combat qui n'était pas le leur. C'est avec le 18 points de Wilson à la fin de la Première Guerre mondiale. Et justement en se disant, bon bah, on va sortir de cette truc. Nous, avec la défaite en 40 plus la décolonisation, la France a perdu son statut international et elle a reculé. C'est fou parce qu'aujourd'hui, en politique française, on a expliqué que De Gaulle était le plus grand. Ah mais De Gaulle, Parmi les plus grands sur la scène De internationale. Gaulle, c'est tout l'inverse. De Gaulle, c'est le recul de la France à l'ONU. C'est Oui. le recul de la France à l'Europe. C'est le recul de la France face à la colonisation. Alors, je ne défends aucunement la colonisation. Sur un point moral, c'est tout mauvais. Sur un point de stature politique, géopolitique en termes de grande puissance, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a la plus grande ZEE. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans tous les océans du monde. On peut déployer des troupes, on peut déployer de la marine partout sur la planète en un temps record, sans avoir besoin d'accords, d'alliances, etc. Je loue absolument pas la colonisation. Je Non, dis mais on juste aurait que si pu- aujourd'hui en termes de puissance internationale, on en est là où on en est, Bah, en c'est grâce comparaison et à cause de la colonisation. avec le pire empire du monde, l'anglais, on Voilà. aurait pu faire une Commonwealth, quoi. Ah mais totalement. C'est-à-dire qu'on aurait pu sortir de la colonisation, avoir des bonnes relations. Même eux, leur statut Et s'est vraiment eux, dégradé. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, l'idée du Commonwealth, si tu prends l'Inde et l'Angleterre, Voilà, ça reste exact. quand même qu'ils ont des bons. Bon, ils ont le même roi et tout, mais ils servent plus à Mais rien. en, de toute façon, perdant maintenant. l'Inde, c'est ce qui a fait perdre l'Angleterre là-dedans. Mais l'Australie et le Canada, techniquement, Oui. leur roi, c'est encore Charles. Je crois non, l'Australie en est sortie Ouais, d'ailleurs. mais regarde La Nouvelle-Zélande.
reste qu'ils ont des liens quand même qui sont très proches l'Inde et le Royaume-Uni. Et tu prends par Oui, bien exemple sûr. la France et l'Algérie, nos liens sont éclatés au Ils sol. sont pires qu'ils ont jamais été. Alors que bon, l'Afrique c'est censé être le continent. Je dis censé parce que je sais pas exactement, mais c'est censé être le continent de demain. On aurait pu quand même oui, avoir c'est nos continent. pions bien placés. Tu prends la France au Mali, totalement. la France au Burkina Faso, la France au Yémen, la France. J'arrête ou je continue? Non, mais Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a chié tout. On aurait pu créer des partenariats. Et alors là, après, on n'est pas dans l'aspect moral de effectivement la reconnaissance, La de post-colonisation, la etc. Bien sûr. post-colonisation, etc. évidemment. Et ça, oui, voilà. Mais l'intérêt maintenant, c'est de savoir rebondir aussi. Savoir dire, on a notre passé, et ça, on l'avait déjà dit dans un ancien podcast. C'est l'idée de redéfinir les relations de la France vis-à-vis de ses Oui. anciennes colonies. Ouais. Donc repartir, pas table rase, c'est con les gens qui disent on va tout renverser puis on va tout recréer. Redéfinir en partenariat avec ces gens-là. Mais au-delà de ça, le fait de dire qu'aujourd'hui le plus gros conflit sur le sol européen, eh bien la France y est les deux pieds dedans. Et tu crois que c'est à cause de... Parce que la France a l'armement nucléaire et Moi- fait partie de l'Union Moi tu européenne. sais que je crois pas dans l'arme nucléaire. Non, mais ça reste un statut, on est obligé de t'écouter. Hein. On est obligé de t'écouter. Regarde la Corée du Nord. La Corée du Nord, on devrait pas l'écouter plus qu'on Mais l'écoute. je pense pas qu'on l'écoute. Moi, je pense qu'on s'en inquiète quand même beaucoup. Les Américains s'en inquiètent, mais le reste du monde s'en bat les noix, mais alors quelque chose de Encore une violent. fois, c'est peut-être mes médias à moi qui sont biaisés. C'est pour ça que c'est bien qu'on ait ce podcast, parce qu'on dit pas les mêmes trucs. C'est ça. Les médias internationaux s'en foutent de la Corée du Nord et ils ont bien raison. Qu'est-ce que peut atteindre actuellement la Corée du Nord? La Russie, la Chine, les États-Unis, le Japon, la Corée. Les États-Unis, c'est l'île de Guam qui vont atteindre. Non, ils ont réussi comme. Hors nucléaire, leurs missiles balistiques peuvent atteindre Los Angeles. Oui, mais bon. Mais bon, après, c'est une question de technologie. Mais ce que je veux dire, c'est que les États-Unis Oui. sont quand même impliqués là-dedans. Mais les Européens s'en foutent. Et pourquoi les Européens avaient peur pendant la guerre froide? C'était notamment le fait que dans l'échange de missiles, ils Oui. pouvaient s'en prendre un sur le coin de la gueule. Bon. Mais là où c'est vraiment important pour la France et là où la France peut avancer, c'est le fait de dire on doit être les pacificateurs de l'Europe. On doit être ce bouclier. L'Europe doit être un bouclier de défense. Là où les États-Unis sont l'épée. Bah, surtout que la France elle a quand même 2 accords à son actif qui ont été déchirés les deux par les Américains, que sont les accords de Minsk de Bah oui. 2014 et les accords... Ah, Siri a trouvé des résultats. Dis Siri. Voilà. Non mais c'est ça, oui. les accords de Minsk et les accords, j'ai plus le nom, de l'Iran. Oh. Bon, Apple a énormément de choses à dire là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, en réinstaurant la France aussi dans ces accords, c'est aussi le retour de la France dans la grande diplomatie. C'est le fait de se dire, aujourd'hui, en Europe, à l'Union européenne, on parle anglais. Bon. Quelle est la chose qui pourrait faire en sorte de remonter la France justement dans l'Europe? Quand je disais une France forte dans une Europe unie, dans le dernier podcast sur l'Europe, c'est justement ça. Le fait d'être l'acteur. Les États-Unis s'en vont avec leur fric, qui est massif. Hein. On n'aura jamais l'argent pour repayer comme les Américains. Mais on a la stature politique pour revenir, comme on avait fait la grande table ronde là, avec Poutine et Macron, etc. L'idée de se dire, on doit être tous les jours sur ce dossier. Moi, ma question, c'était plus dans le sens d'où est-ce que la France tire cette légitimité. Et en fait, la question que Historique. Ouais. je t'avais demandé, du coup, le nucléaire, c'était par rapport à ça. Parce que c'est le seul pays qui, dans l'Union européenne, là, puisque le Royaume-Uni ne fait plus partie, bon, ils font partie de l'OTAN, etc. Mais à terme, quand même, l'objectif de Zelensky, quand même, ça reste, à mon humble avis, de convaincre l'Union européenne. Tu vois. De Zelensky, oui. Donc, le problème, c'est que est-ce là, qu'il l'Union serait allé à européenne la est en France par- élection. Donc tu peux pas t'assurer d'un soutien. Mais est-ce qu'il est allé à la France par rapport à ça, ou juste par le statut historique Oh qui non, est- par le statut historique. La France est une telle puissance déjà nucléaire, oui, ça c'est certain. Mais au-delà de ça, la France, qu'on le veuille ou non, elle tient l'Europe. Avec l'Allemagne, évidemment, avec beaucoup de trucs, mais elle a une forte puissance. Et puis, on a quand même des bonnes relations avec une grande partie du monde. On est l'une des plus grandes puissances diplomatiques au monde. Au Conseil de sécurité, on a un siège. On est capable de mettre un veto c'est face vrai. aux Américains, ce que ne font pas les Britanniques. Donc ça, c'est quand même important. Non, c'est vrai, j'ai oublié le Conseil de sécurité. Donc on a une grosse armée. Chaque année, faut pas croire, on est habitué au 14 juillet, nous, en tant que Français. C'est un cas unique dans le monde. Chaque année, on est comme les dictatures un petit peu chinoises, et on fait la revue de nos troupes, et tout le monde, mais c'est des records Comme d'audience. hein. le 9 mai, là, en Russie. Oui. Pour comparer à des pays peu friendly. Mais c'est super important, parce que au-delà de montrer ton armement à tes adversaires, t'as la France qui est derrière ça, tu vois. Et le fait d'avoir un peuple qui est derrière son armée,
c'est ultra important. Pas dans le cas d'une conscription générale, mais plus dans un cas de soutien aux forces armées. Et tu as eu beaucoup de lois qui sont passées justement pour remettre un peu d'argent dans la machine récemment, parce que aujourd'hui, et là on peut en parler, la guerre, elle va plus se passer uniquement sur le terrain. On voit les cyberattaques face à la Russie et provenant de la Russie au moment du début de la guerre en C'est Ukraine. pas hyper Ça a réglementé. été intense. Il y a beaucoup de choses, à mon avis, qu'on ne sait pas sur les cyberattaques, dans le sens que c'est pas la théorie du complot. Je pense que c'est juste pas super bien documenté parce que c'est difficile de déjà remonter la source. Et ensuite, qu'est-ce qui visait exactement ? Et le problème d'une cyberattaque à un degré étatique, c'est que ça va cibler des trucs qui sont civils, Les mais hôpitaux, genre les poches de sang, les blocs opératoires, tu fermes le bloc opératoire. les trucs électriques, là, les réseaux électriques, etc. Mais c'est surtout enfin, je veux dire, si vous vous intéressez un peu à ça, alors là, mais vous rentrez dans un game de cyber, et je ferai une petite anecdote que j'aime bien par rapport à ça, c'est que il y a un virus qui existe depuis 2014, qui a été développé par les Israéliens, qui s'appelle Stuxnet, j'arrive jamais à dire son nom, dont son but, c'est d'infiltrer les centrales nucléaires, et une fois qu'on est dans la centrale nucléaire, de déclencher l'arrêt forcé de la centrale nucléaire. Et en fait, une fois que la centrale nucléaire se met en veille, en gros, on peut pas l'arrêter. Parce que si on l'arrête, ça fait Tchernobyl. C'est ça qui s'est passé à Tchernobyl. Ils ont override le fait que la centrale nucléaire était en train de s'éteindre. Et donc tu l'as fait surchauffer, et donc tu l'as fait fondre, tu fais fondre le cœur. Et donc, pourquoi ils ont développé ça, les Israéliens ? Parce qu'ils se sont dit, mais si on l'envoyait chez les Iraniens, ils vont avoir du mal après à développer leur truc. Donc tout ça pour dire que c'est un vieux virus qui aujourd'hui a dû faire ses preuves et a dû être mis ailleurs. Mais surtout, d'ailleurs, si vous allez voir la presse en 2015, il y avait beaucoup d'arrêts subis des centrales iraniennes avant les accords. Et ce truc, imaginez, vous déployez ça à l'échelle de la France, qui, je sais pas, 80% de son électricité, 60% de son électricité vient des centrales nucléaires. Et surtout en fait, qu'on en vend à nos partenaires européens. Mais ce qui est horrible, c'est que tu peux pas l'arrêter, ce truc-là. Parce que si tu l'arrêtes, tu peux pas continuer de faire chauffer le truc. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, ils ont dû trouver des trucs, etc. Je suis pas du tout expert là-dedans, Oui, mais... surtout ça a été rendu public, du coup... Donc voilà, mais je me dis, et surtout qu'en droit international, il n'y a pas énormément de règles vis-à-vis de la cyber truc, quoi. C'est ce que disait justement une ambassadrice, c'est que elle s'adressait un peu aux Canadiens, puis elle disait, c'est bien au Canada, oui, vous participez à l'effort de guerre en Ukraine, mais vous vous sentez quand même relativement tranquille. Vous avez trois océans qui vous entourent, et votre seul gros frontalier, finalement, c'est les États-Unis. Ou le Mexique, quoi, à la rigueur. Non, parce qu'il y a non, les c'est États-Unis très loin. comme Oui, tampon. il y aurait entre, mais... Voilà. Mais il faut pas oublier que vous avez un espace qui va être l'espace le plus contesté du siècle à venir, qui est l'espace arctique, qui a une augmentation de 3 à 4 degrés. D'ailleurs, fun fact, c'est le dernier endroit où les Américains et la Russie ont un lien direct. C'est ça ? Le comité qui décide de qu'est-ce qu'on fait, il y a le Canada, le Danemark, je crois, la Russie et les États-Unis. Tous ceux qui ont des zones de pêche économique, en fait. Voilà. C'est comme ça que On se demande bien ce que les États-Unis auraient... à part l'Alaska. Non, ils ont l'Alaska. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Et donc, avec le détroit de Bering, notamment. Et ce qui est très intéressant, en fait, dans ce cas-là, donc, il y a déjà des petites guerres de souveraineté. C'est-à-dire que les Américains sont allés poser un drapeau. Du coup, les Russes sont aussi allés poser un drapeau au fond de l'océan. Il y a énormément de pétrole. Mais au-delà de ça, il y a les droits de passage, en fait, de tous ces endroits pour les avions, pour les bateaux cargo. Et ça va être très très important, surtout quand on voit le problème qu'il y a au Yémen, quand on voit les problèmes du détroit de Malacca, quand on voit les problèmes à Panama, des choses comme ça. Ça peut être très important. Et ça, le Canada, il n'y est pas prêt. Et le deuxième problème, c'est surtout que la guerre, elle se passe maintenant en ligne. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as le site du gouvernement qui tombe parce que c'est un petit crack de l'internet, c'est rigolo. Mais au-delà de ça, si tu infiltres des documents, si tu infiltres des secrets d'État, si tu infiltres des... c'est pour ça que à la CIA, Pentagone, tous les documents vraiment d'envergure sont sur papier. Ouais. Et dans le bureau des légendes aussi, c'est montré qu'au bout d'un moment, ils arrêtent d'avoir des trucs sur Internet. Et en Russie aussi, c'est un truc connu que ce qui est sur papier n'est pas hackable. C'est-à-dire ce qu'a fait Snowden, de rentrer et de sortir avec une clé USB tous les jours, va faire ça avec des documents de 1000 pages. Tu peux pas le faire. Et donc, en fait, ils ont compris que s'il y avait une taupe, ça rendrait un degré déjà d'investissement et de filature qui est beaucoup moins probable qu'un mec dans un basement en Russie, s'il veut hacker les États-Unis, ou au fin fond du Texas, s'il veut hacker la Russie, pour réussir à avoir des secrets d'État. Enfin, ceci dit, Airbus,
quand on s'est fait voler Non, mais le Concorde par les Russes. Il n'y a pas tout qui est sur papier, tu vois, mais... Pour la petite anecdote, quand même, quand le Concorde a été volé par les Russes en termes de toute propriété intellectuelle, donc les designs et tout, quand on a chopé l'espion russe qui faisait ça, il en était à copier le modèle des fauteuils, du cuir des fauteuils. Donc pour vous dire à quel point le gars il était allé loin, Ouais. ils avaient déjà tout ce qu'il fallait, le gars il chopait ce qui était côté design. Et ça, on Ouais, était à une tout. époque de l'espionnage, on était au prime de l'espionnage, hein, on était vraiment au moment où c'était à fond. Et tu vois qu'aujourd'hui, on peut puis même, tu partir vois, sur la les- Chine à ce niveau-là. Ah. C'est un... Mais vas-y. Là, j'avais on parti finit. dans un truc, tu vois les limites de l'espionnage aussi. Si t'as pas de connaissances terrain, tu t'en sortiras pas. Et Bah. je mettrais Israël Hamas en exemple, Oui. où un an avant, ils ont arrêté les reconnaissances terrain, ils ont tout arrêté. C'est les Égyptiens qui leur a dit là, ça va exploser. Nous, on a des gens sur le terrain, on le sait. Dans les mois à venir, ça va venir. Bon, c'était une semaine avant, mais ils avaient quand même des trucs parce que ils étaient restés dans le monde d'avant de l'espionnage qui, encore aujourd'hui, fait ses preuves. Et à tel point que les États-Unis aussi ont fait un spot publicitaire pour dire aux Russes collaborer avec la CIA comme en 1960. Quoi. Donc Mais c'est très puissant. Tu vois aujourd'hui que les anciens espions, notamment du KGB en France, racontent un petit peu ce que c'est. Alors Et c'est ça, des- moi, on parle du même gars là. C'est des tâches de tous les... moi, Le c'était gars une avec femme. les lunettes. Ah oui, il y a aussi la meuf, oui. Mais ce qui est très impressionnant, parce que bon, à la limite, ça c'est du passé, c'est les étudiants chinois. Les Ouais. étudiants chinois qui sont, et on l'a vu notamment l'ingérence dans la démocratie. L'objectif de l'ingérence russe et chinoise dans les démocraties, c'est de montrer l'échec de la démocratie comme modèle, mais c'est surtout de montrer à quel point ça peut être influencé. Et au Canada, on ferme les yeux totalement. Oui, il y a une commission d'enquête, blablabla, bla, mais il n'empêche qu'on est en train de fermer les yeux sur un grand danger, qui est celui qu'on a sur le territoire des espions, mais qui sont des espions de tous les jours. Des espions qui vont juste dire, voilà, aujourd'hui j'ai observé ça dans les nouvelles. Voilà, mon professeur, il parle de ça, avec tel point de vue. Et ça, mis bout à bout, avec un réseau énorme d'étudiants, parce qu'en France, c'est ce qui avait été révélé, tu vois, on avait plus de 200 étudiants chinois qui étaient des espions envoyés du Parti communiste, qui avaient infiltré Sciences Po, qui avaient infiltré l'ENA, qui avaient infiltré des facs de Et lettres, c'était des facs de droit. des espions envoyés ou c'est des gens qu'ils ont recrutés une fois qu'ils avaient atteint ce statut? Non, bah en fait, ce que fait la Chine, c'est qu'elle dit, écoute, tu veux partir à l'étranger? Très bien. Il n'y a pas de problème. Par contre, tu vas me faire un rapport de manière régulière sur ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, ce que tu as vu autour de toi. Un peu comme tu vois dans le bureau des légendes quand ils font leurs appels Skype. Ouais. C'est des tâches très communes en fait. C'est pas aller mettre une bombe, des choses comme ça. C'est juste de l'information sur le terrain, mais de la part de gens qui sont low profile. Tu vois, les étudiants chinois, nous on en a vu, c'est un peu plus dans la culture aussi, tu sais, ils sont très renfermés. Et donc, ils vont pas forcément parler. Nous, dans la Ah, classe, ça, ils sont très anglophones aussi, la plupart C'est pour ça. nous, parce que comme on était allé dans des trucs francophones. donc, c'est pas celui que tu vas repérer, tu vois, c'est pas celui qui va se présenter comme représentant des étudiants de l'année, ou alors, c'est beaucoup des deuxième générations qui font ça, ceux qui sont un peu plus intégrés, et qui, eux, je dis pas que c'est des envoyés du Parti communiste, mais les étudiants étrangers qui Non, sont mais là c'est pour de mettre 2-3 une ans. pression. De quoi? L'État chinois essaie de mettre une pression sur ces gens-là. On l'a vu au Canada, puisque avec les postes de police, Ouais. parce qu'il y a eu des postes Oui, de c'est ça. police Oui, expliquons un peu peut-être. qui ont été des faux postes de police entre guillemets, du coup, qui ont été financés et mis en place par la Chine, mais surtout financés pas entre guillemets. Je sais pas si l'enquête a abouti, mais en tout cas, il y a une enquête en cours au moins sur ça pour surveiller, C'est encore recenser les ressortissants chinois sur le territoire canadien, notamment dans les provinces anglophones, notamment à Toronto précisément, et jusqu'à aller espionner les représentants des gouvernements, notamment les députés et tout de ces pays-là originaires où ils auraient de la famille, dans lequel ils mettent la pression sur la famille qui est restée au pays, ou même auprès de la communauté en général, et ça va très loin quoi en vrai. Ah oui. Et ça, la Chine, mais le Canada, en termes généraux, c'est une plaque tournante assez énorme, ouais. assez grave, quoi, entre guillemets. Et puis, ils sont pas préparés. T'as l'impression que tu sais pas s'ils sont pas préparés. C'est qu'ils adressent ou, pas le problème. S'ils adressent pas le problème, Ouais. s'ils sont pas très mis de l'avant, parce que la France, en étant le pays qu'elle est, elle s'est fait énormément d'ennemis, donc elle a été un peu obligée aussi de développer sûr. des services Ah oui, très oui. pointus. Quand tu vois les horreurs qu'il y a eu sur le territoire français, chose que je ne souhaite absolument pas d'arriver au Canada, mais tu peux Surtout pas pas, ne pas non. adresser le problème au bout d'un moment. Voilà. Donc
il y a un peu un truc que les... Et les intérêts que toi-même tu as dans d'autres pays. Tu vois, on parlait de la décolonisation. On a beaucoup d'entreprises françaises qui continuent énormément de dans faire les comme si ressources c'était la colonisation. dans un cadre un petit peu plus légal, mais tu sais, on a Total Oui, qui est dans des Areva, pays, là, Total Areva. dans des anciens pays de colonies. On a des mines. Le Canada a beaucoup de mines, par exemple. Tout ça, ça te demande de l'intelligence. Tu sais, intelligence en Oui, anglais. intelligentsia, ouais. Et c'est super important. Je pense que je mets pas forcément un mauvais point en disant que les Chinois ont beaucoup d'étudiants, etc. Je pense que c'est très intelligent au contraire de leur part. C'est pas bien sur un point de vue moral, etc. Mais bon, ça, à la limite, là, on pourrait se poser la question, est-ce que les relations internationales doivent être morales ? Mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus l'idée de se dire être prêt à tout et savoir avoir un coup d'avance. Mais il faut avoir pour ça une vision des relations internationales, comme je te disais, qui sont chaotiques, dans le sens que on ne sait pas ce qui peut se passer, et donc on doit prévenir. On doit faire en sorte de savoir avant les autres. Et là, on le voit au niveau des étudiants. Moi, je prends le cas des étudiants, parce que ceux qui... En fait, ils arrivent, ils restent 3 ans, et après ils se barrent. Donc ça, c'est assez facile, etc. Ouais. Mais c'est ça dans toutes les dictatures. Dans beaucoup de pays du monde, je suivais notamment des gens qui sont partis à la COP28, donc à Dubaï, et qui disaient, nous, on est des militants écolos, donc on a eu une formation de la part de nos ingénieurs IT. On est parti avec un ordi qui était mais flambant neuf, c'est-à-dire qu'on l'a acheté à Best Buy, donc Darty, et on l'a allumé là-bas pour la première fois. Voilà, et on échangeait, on était sur une boîte mail ouverte spécialement pour ça, sur des mails non sensibles, et dès qu'on n'était pas avec notre ordi, on le cachait même pas, ça servait à rien, parce qu'on savait que si jamais vraiment ils voulaient aller fouiller, ils fouilleraient qu'avec le Wi-Fi, qu'avec tous les VPN que tu veux, ils y arriveraient. Donc, on a pris nos précautions. Et je pense que ça, c'est peut-être un état d'esprit qui est peut-être un petit peu plus intelligent, le fait de se dire, bon, je vais en Chine. Tu sais, littéralement, moi je crois que c'était en Thaïlande, mais je crois qu'en Chine ils me l'ont fait aussi. J'ai dû poser mon téléphone sur pour pas que tu peux pas prendre en photo quand t'es à la douane. Donc tu devais prendre ton téléphone et le poser sur une petite surface. Oui, ou là ils peuvent. Et là ils sucent tes données. Je vais encore plus te faire angoisser et je vous invite très fortement à aller voir cette vidéo. C'est une vidéo de Sifkin là, c'est un youtubeur français qui fait plein de story time qui sont toujours très intéressantes. Et là, il a step up son game où il va interviewer des gens en plus. Et en gros, il a fait une vidéo qui t'explique en gros comment un groupe de hackers russes, qui est parmi les plus gros hackers du monde, quoi, parmi les plus gros groupes, tu vois, ils ont réussi à développer un logiciel qui permet de te hacker ton iPhone. Donc iPhone qui est censé être normalement la classe absolue de la cybersécurité. Enfin, en tout cas, que c'est censé être le moins pire de tous. Juste avec ton numéro de téléphone. Parce qu'ils ont trouvé une loupe. Alors, c'est assez technique et je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo. Et la vidéo, ça s'appelle vous pouvez vous faire hacker votre téléphone juste avec votre iPhone avec votre numéro. Et c'est straightforward. En gros, il t'explique vraiment tous les trucs et comment il va réussir à faire une copie de ton téléphone. C'est-à-dire que maintenant, les gars, sans être ni à côté de toi, ni une connexion Wi-Fi, ni juste t'as ton numéro de téléphone et en fait c'est par... Ce que t'as partout sur c'est LinkedIn, par, carte de visite. C'est par iMessage qu'ils arrivent à passer et qu'ils arrivent à faire un truc et ils ont mis mais genre tellement de temps avant de s'en rendre compte. Et alors j'ai peut-être confondu si c'est les hackers russes qui l'ont découvert ou eux qui l'ont créé, mais en tout cas les Russes sont impliqués là-dedans, donc pour te donner le level, soit ils l'ont découvert, soit ils ont réussi à le refaire, mais c'est rendu à un degré que même Apple ne communique pas sur ça parce que et ce qui c'est révélateur de Apple Apple c'est quand même les gars qui n'ont pas voulu donner le code de craquage au FBI parce qu'ils voulaient pas se faire ça je comprends même pas comment c'est légal mais non mais ce que je veux dire c'est que c'est des gens qui sont très regardants de leur truc et dès qu'il y a un problème ils l'adressent, ils le règlent et ils savent que leur marque de fabrique c'est la sécurité, tu vois, et ils l'adressent pas publiquement, évidemment qu'en privé à mon avis ils doivent être en c'est sûr qu'ils ont donné le code au FBI, je peux pas croire, mais tu te dis comment c'est-à-dire qu'en vrai, tant nos téléphones que tout ça, sans aller les mettre sur des plaques dans des états autoritaires, c'est sûr qu'il y a un petit crack dans son basement qui arrive, oui, tu vois. Mais disons qu'au-delà de ça, c'est vraiment l'idée que c'est ouvertement un état étranger qui espionne, voilà. Mais d'un autre côté, tu sais, je te prends par exemple l'alliance des Five Eyes, tu sais, les 5 yeux, etc. Donc les 5 yeux, grosso modo, c'est plus une alliance d'intelligence.
C'est quoi en français d'intelligence? De renseignement. De renseignement, voilà. C'est une alliance de renseignement. C'est pas une alliance militaire. Où en gros, l'idée, c'est que donc il y a les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, le Japon, La Nouvelle-Zélande, non? peut-être. Je sais qu'il n'y a pas le Canada dedans. Non, on n'est pas dedans. Mais donc, l'objectif, c'est de se dire, on va partager tous les renseignements qu'on a les uns sur les autres. Et, très important, on ne va pas s'espionner les uns les autres. Juste pour voir, moi je pense que c'est un truc fait pour les États-Unis, pour voir si leurs informations sont bonnes. C'était Bah juste oui. pour corréler avec mais ce qu'ils avaient déjà, ils sûr. espionnaient déjà tout le monde. Parce que tu vas pas dire, bon, bah c'est bon, les États-Unis, ils surveillent l'Iran, donc je vais pas la surveiller. Parce que déjà, bon, à quel point les États-Unis me transmettent l'info. Mais par contre, ça corrobore tes renseignements. De toute façon, les États-Unis surveillent tout le monde. Hein. Bah oui, bah, on l'a vu là. Ouais, je sais plus quand est-ce que Mais c'était. régulièrement, je crois que même l'année dernière encore, Oui, c'était oui. révélé que même l'Élysée et... Le gars du Discord là. C'est le gars, C'est le gars Discord qui a révélé ça? Bon, en tout cas, il a révélé que dans le cas de l'Ukraine, ils surveillaient leurs propres alliés pour savoir ce qu'ils C'est allaient ça. faire, quoi. Non, mais voilà, c'est quelque chose qui, je pense, aujourd'hui est essentiel. Le renseignement. Et le Et tu renseignement peux fait faire pas de mal. beaucoup plus de dégâts, surtout, avec Oui, le oui. renseignement. Mais le renseignement pur ne fait pas de mal. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de savoir que Macron, il pense X ou il pense Y, de base, tu as plus d'informations. Et moi, je suis dans le... Alors, ça, c'est ma théorie à moi. C'est l'idée de dire que les grands conflits internationaux, ils émanent beaucoup plus de l'opacité que de la transparence. Si je sais ton prochain move, si je sais que tu vas faire A, que tu vas faire B ou que tu vas faire X, je pourrais bien plus prendre des mesures préventives, notamment diplomatiques, que militaires. Alors que quand c'est opaque, je préfère prévenir que guérir. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et donc, opacité sur opacité, on arrive à une course aux armements, on arrive à une course au conflit. Et il y a un mot qui est très vrai en diplomatie, c'est que les diplomates coûtent moins cher qu'une guerre. C'est qu'à la fin, à la toute fin, tu vas faire le coup avantage-bénéfice et tu vas dire, mais en fait, je sais que tu es en train de développer tel truc. Je sais que tu es en train de faire X, Y, Z. Je te le dis ouvertement, je le sais que tu fais ça. C'est comme quand tu chopes quelqu'un en train de te mentir. Bon, ben, soit je décide de te confronter et d'être en mode « Ah, t'es vraiment un bâtard et tout machin », soit tu décides de dire « Bon, bah, je sais que tu me mens. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, en fait, c'est la question. Quel est votre niveau de maturité? Et j'espère qu'au niveau des relations internationales, on peut compter sur des gens à peu près matures pour prendre des bons choix, ne serait-ce qu'en termes d'argent. Si la voie diplomatique prendra moins de cash que la voie de la guerre, notamment vis-à-vis de tes gains, que ce soit en territoire, en ressources naturelles ou quoi que ce soit, tu prendras la voie diplomatique. Et c'est pour ça que le terrorisme ne répond pas à ces critères-là et que, au final, c'est là où le renseignement sera le plus rentable. Mais même, je pense que même le terrorisme, toutes les relations qu'on avait avant ne sont inapplicables. Enfin, faut se réinventer, dans le sens qu'on le voit bien, l'idée d'aller les éradiquer ne fonctionne absolument pas du tout. Ce que les Alliés ont fait vis-à-vis de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, ça a fonctionné parce qu'il y avait un État à démanteler, et une fois que l'État était démantelé, Il y avait un gars tout en haut. Il y avait un gars tout en haut, mais même à ça, il y avait c'était facile, tu as enlevé l'État, il y avait plus rien en fait, tu pouvais reconstruire Il y derrière. avait un État et, reconnu en droit international. Et là, par exemple, ce qu'essaye désespérément de faire Israël avec le Hamas, ça n'a aucun sens, ils n'y arriveront jamais, leur objectif est lunaire et à un prix complètement déraisonné, tant pour eux sur la scène internationale, et c'est tant pour les Palestiniens qui en payent un prix mais déraisonné, dans le sens que tu ne peux... c'est un peu bateau, ça fait très... comment ça s'appelle Remember the 5th of November, V pour Vendetta, tu peux pas tuer une idée. C'est ça, t'attaquer à une idéologie, ça marche pas. T'attaquer à un État fonctionne. Qui incarne l'idéologie, oui. Voilà. C'est tout, mais sauf que si t'as pas de structure qui l'incarne, si c'est une des gens dans un coin, tu en fais des martyrs, et si t'en fais des martyrs, tu continueras. Regarde l'Afghanistan. Et de dire on va éradiquer le Hamas, je suis en mode, mais déjà il faudra que tu fasses la guerre. Je savais pas si on pouvait en parler. C'est pour ça, à savoir, on n'est pas forcément super à l'aise sur ce sujet parce qu'il est très émotionnel. C'est pour ça qu'on a mis longtemps à l'adresser dans ce podcast, c'est que on n'est pas forcément super libre de ce qu'on dit, et puis c'est... Non, puis ça m'a fait poser plein de questions. Très pointilleux comme sujet. Il y a des trucs où je me sens concerné, il y a des trucs dans lesquels je me sens pas concerné, et où je me questionne, c'est pour ça que nous on est un podcast intelligent,
où je me questionne sur la légitimité d'apporter un avis sur ça, où ce que je vais dire va avoir un intérêt, tu vois. Mais on reconnaît totalement la peine des victimes, enfin que Oui, non, mais ça c'est sûr, mais il y a un en peu... droit international, ça on peut le reconnaître. Il y a un truc de l'Ukraine, je me sens légitime parce que déjà j'ai fait des études de relations internationales, je suis un peu plus ou moins spécialisé sur l'Union européenne, C'est ça, on je suis connaît l'Europe. européen. C'est ça. On connaît voilà. tellement pas le Moyen-Orient, enfin en tout cas pas autant que Pas beaucoup. autant, c'est ça. Pour ça que la politique américaine revient souvent, parce que je l'ai étudié de long, large en travers. Je lis tous les jours la presse par rapport à ça. Puis vous avez ce des qui gens se passe. beaucoup plus formés que nous sur ce sujet-là, Oui. qui en parlent sur Internet bien mieux que nous. Donc, donc allez c'est- les écouter. Donc c'est pour ça, mais tu vois, du point de vue des trucs internationaux, je me dis, l'idée qu'ils ont amorcé cette idée-là, c'est vraiment, t'as vraiment l'impression que Netanyahou, il pense au jour le jour. C'est ça. Il est en mode, demain, je serai encore là, quoi, je serai encore à mon poste. En mode, mais demain va finir par s'arrêter. Il faut avoir un peu une visée. Là où Zelensky, on pourra lui dire ce qu'on veut, il a quand même une visée irréaliste. Mais il y a un plan de paix qu'il a Oui, voulu bien sûr. proposer. Là, ils veulent peut-être inviter les Russes à leur fameuse rencontre de paix en Suisse. Il y a un truc de... Bon, il y a une sortie. La Russie veut-elle sortie? L'Ukraine veut-elle sortie? On n'est pas d'accord. On va se faire la guerre jusqu'à qu'on arrive à se mettre d'accord sur cette sortie-là. Ouais. Mais tous les deux, on a une sortie envisageable. Juste on n'est pas Faut d'accord juste sur le qu'on trouve résultat. laquelle. Et c'est là où la médiation internationale est le plus important. Mais c'est là où Israël, le Hamas, déjà, avec qui il veut négocier? J'ai toujours pas compris avec qui il voulait négocier. Bah, parce la qu'ils veulent tête tous du gars qui est au mais ils veulent le Qatar. tuer, ils veulent les Bah oui, tuer. je sais. Et je suis en mode... Mais il est Parce pas que- du tout dans un objectif de paix. Hein. Oui, non, parce que négocier, c'est reconnaître, donc jamais. Bah, mais... C'est qu'on va commencer à regarder, une fois qu'il y aura la paix, pourquoi tout ça est arrivé. Et alors, je vous réfère au procès de Rion. Alors là, ok. Petit point historique. En France, en 1940, on a perdu. Voilà, merci, fin du point. Non. Alors, En fait, on a perdu en France, notamment suite à beaucoup de raisons militaires, au-delà de la raison politique, etc., de raisons militaires. Mais la raison politique, à la base de ne pas étendre la ligne Maginot, ça a été une question qu'on a commencé à se poser une fois qu'on a perdu, qu'il y avait l'accord avec l'Allemagne, etc. On a commencé à se dire, on va faire un procès avec un vrai procès. Donc voilà, et on a pointé du doigt beaucoup de gens, Clémenceau, etc. Enfin bref, des grandes figures, et ça se passait dans la ville d'où je viens en France, à Rion. Parce que c'était pas loin de Vichy, mais c'était dans la partie libre. Donc du coup, on pouvait faire un procès en bonne et due forme, etc. Sauf que les premiers qu'on a pointés du doigt, qui étaient donc les chefs au moment de la défaite, ils ont commencé à apporter des preuves que ceux qui sont actuellement au pouvoir et qui ont négocié avec l'Allemagne la paix, entre grandes guillemets, en fait étaient les mêmes qui, en 1933 et en 1936, ont voté contre et sont exprimés contre le fait de dénoncer le réarmement de la Rhénanie et qui n'avaient pas voulu étendre la ligne Maginot beaucoup plus loin. donc on soutenu en grande partie l'effort de guerre, l'idéologie... Qui indirectement sont responsables de la ouais. défaite stratégique. qui n'ont pas pris les décisions Voilà. en amont alors qu'ils pouvaient le faire, soi-disant. Enfin, normalement, C'est ça. logiquement, ok. Et donc que les personnes imputables, au final, étaient au pouvoir au moment du procès. Évidemment, quand ça a commencé à être révélé, l'État a couvert ça totalement, a dit non, c'est de la merde, allez hop, on met fin au procès. La Gestapo s'en est mêlée, parce que justement, ils voyaient que si jamais leurs interlocuteurs directs étaient plus du tout légitimes aux yeux du peuple, l'Allemagne n'était absolument pas en mesure de contrôler toute la France. Surtout qu'il y avait déjà la résistance qui commençait, etc. Et ça a amené la première eau au moulin de la résistance. C'est qu'au-delà de la résistance idéologique, patriote, etc., il y avait une raison légitime, légale, que les dirigeants en place étaient responsables de la défaite. Et ça, je pense, donc pour revenir à notre cas, que quand on va commencer à ouvrir les yeux, et encore une fois, on n'est pas du tout objectif là-dessus, mais moi je parle en termes de droit international, quand on va commencer à s'atteler vraiment à la question, eh bien là, le gouvernement en place en Israël va devoir répondre à beaucoup d'erreurs stratégiques. J'espère qu'ils seront traités à la CPI. Ils ont déjà commencé à être un peu Je traités. sais, il y a des procès et tout, Voilà, mais ça avec donnerait l'Afrique du Sud. Si enfin c'était un pays dans lequel on a été témoin quand même de débordements affreux, et idéalement j'aimerais bien que Poutine aussi le soit. Il a été, il est appelé qu'il y a eu en un tout mandat cas. d'arrêt, Ouais, ouais. mais il ne la reconnaît pas, donc Il ira pas, mais et puis personne ne va jamais l'extrader. Mais j'aimerais bien qu'il y ait enfin un pays qui soit pas un pays sur la scène internationale. Et là encore une fois, c'est une perspective internationale relativement faible. Et là, je fais référence notamment aux dictatures soit d'Europe de l'Est, Oui, bien soit sûr. d'Afrique, qui ont les seuls à avoir été jugés, mais dont leur poids international faisait en sorte que dans tous les cas, ils étaient finis.
j'aimerais bien que notamment le gouvernement de Netanyahou soit traité fair and square à la Cour de justice de pénal international. C'est parce que ça donnerait un sens à cette cour-là fondamentalement, qu'il ne Bien soit sûr. pas issu. Et ça donnerait une légitimité. Et je serais très curieux de savoir ce que ça pourrait faire au niveau de la réparation que ça pourrait amener aux Palestiniens. Parce que souvent, on parle dans ces conflits-là de comment on répare les gens, comment on fait le devoir de mémoire. Bon, il y a le devoir de mémoire avec les musées et tout, etc. Mais il y a un peu un truc où tu as l'impression que c'est pas suffisant, entre guillemets. Tu sais, ils n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils nécessitaient. Et on le voit encore, c'est un discours qu'on peut entendre chez les Algériens, par exemple en France, ou même dans tous les anciens pays colonisés, tu vois. Et je me dis, putain, si enfin il y avait... Tu vois, l'Ukraine, tu te demandes, oui, on va pouvoir reconstruire leur pays, mais est-ce que le fait de savoir que c'est passé en justice, ça peut t'apporter une closure qui fait que, bah, par exemple, quand si t'as un malheur qui t'arrive dans la vie, t'es un père, t'as tes enfants meurent tués par quelqu'un, savoir que la personne elle est en prison, est-ce que ça t'aide Ouais. et pas? C'est Bah, des c'est un trucs peu moraux, comme toute la tu vois. question de la justice réparatrice. C'est comme. Mais Qu'est-ce je serais curieux au niveau international si ça pourrait fonctionner ou une nation finalement se dirait oui mais là on peut pas faire plus. On a tout fait. On a eu l'argent qui nous a permis de reconstruire notre pays. On a la mémoire qui fait que bah on peut honorer ceux qui sont morts et voilà on se souviendra de l'histoire. Et 3, on a la reconnaissance internationale. Mais ça va être Bon, dur dans le cas de la Palestine, il faudrait dire que ce soit un pays. Mais voilà. Mais en fait, c'est là où je serais très curieux. C'est là où ça devient politique. Et là où moi je veux pas m'aventurer, c'est-à-dire qu'on a la solution des 2 États qui est pas acceptée par Israël ni par le etc. Qui créerait Juste donc par Israël. Voilà. Non, mais les États-Unis non plus. Biden s'est pas exprimé favorablement. Blinken, oui. Il a dit qu'il y avait ouais mais Biden c'est parce qu'il est en campagne. Mais c'est ça quand Biden, ouais, mais de toute façon il va. Le gars est président des États-Unis, il est en mode let's cancel the student debt. Ok, bah fais-le. After the election. Ah non, bah tu vas pas le faire alors. Yes. Mais au-delà de ça, il y a des sorties de. En fait, il y a la sortie du conflit d'abord, et après il y aura. Qu'est-ce qu'il y aura derrière? C'est toi qui avais dit ça dans un podcast sur l'Ukraine qu'on avait tourné il y a longtemps. C'était de dire, ouais, mais au bout d'un moment, il va falloir négocier d'avant tout un cessez-le-feu pour qu'on commence à discuter. Parce que tant qu'on va pas se dire, on arrête, on va pas discuter alors que toi, tu avances tes troupes. Et moi aussi, du coup, pour y répondre, etc. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Mais c'est vrai que, idéalement, j'aimerais bien qu'un grand pays au sens relations internationales, grand pays qui pèse dans les relations internationales, soit traité en justice. Genre les États-Unis pour les combien, je crois 17 fois où ils ont été. Ça serait mon rêve absolu, mais ça n'arrivera pas. Mais les États-Unis, mais même la France, qu'elle soit traitée pour le Rwanda, par exemple, que ça aboutisse vraiment à quelque chose. Bah, le Rwanda, il y a eu des procès. C'est juste que la France n'a pas été, inculpée à ce niveau-là. Ouais, mais. Tu sais, genre, il y a eu les procès des dirigeants et tout. Exactement le truc, mais je serais en mode, je pense que, tu sais, voilà. Mais après, c'est la porte ouverte, et surtout en relation internationale, le problème, c'est que moi, j'ai l'impression, on va pas tarder, je pense, à clore, parce que ça fait déjà bientôt 1 heure, que tu es obligé d'avoir une étape d'après. J'ai l'impression que s'il n'y a pas de Kourou supplémentaire, Kourou, la base spatiale. J'étais obligé. tu t'arrêtes jamais, en fait. Ouais. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on est dans une logique d'armement, de destruction massive. Parce que c'est l'étape d'après de, bah finalement, ni toi ni moi, c'est bénéfique. Oui, mais regarde, l'Union Européenne. Moi, c'est ça l'étape d'après. Ouais, c'est une bonne... oui. C'est un très bon moyen de justement faire le point de fin. C'est-à-dire que l'étape d'après pour la France et l'Allemagne, on en a eu plein. En 1870, on a eu, on prend l'Alsace et la Lorraine. En 1914, ça a été, on va vous faire saigner, puis on va récupérer l'Alsace et la Lorraine. En 1945, on s'est fait dominer par les Américains. Soit dit en passant, les Américains voulaient faire de la France un État américain. Que personne ne se trompe, ils ne nous ont pas libérés, on ne leur doit pas le fait de ne pas parler allemand, c'est faux, ils voulaient nous coloniser. Point. C'est un vrai truc ça? Oui, c'est un vrai truc, ça fait partie des... et d'ailleurs, De Gaulle le mentionne dans ses mémoires, etc. Il y a des documents américains par rapport à ça. Mais genre un État, mais colonisé dans le sens État URSS, genre? Non, État USA. Non, mais dans le sens, oui. Non, mais comme l'URSS faisait vis-à-vis de la Pologne, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Oui. En faire avec partie notre de propre système et tout, mais... je suis même pas sûr. Justement. Le plan Marshall a été la solution de secours. Bon, on va vous rendre dépendant économiquement de mais je crois que en vrai de vrai, tout
les plans étaient sur la table à la sortie de la guerre. Ah oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai bossé pour ma vidéo sur l'OTAN, allez la voir disponible sur ma chaîne, il y avait quand même un truc de on veut pas faire partie de l'OTAN parce qu'on veut pas gérer votre sécurité, c'est Bien votre sûr. problème. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être sûr que vous n'allez pas avoir l'arme nucléaire. Donc, c'était parmi les voies. Donc, tu vois que l'OTAN, aujourd'hui, on pourrait dire ah, c'est un truc qu'on essaie de dominer militairement et tout, l'Europe. Il y avait quand même des voix aux États-Unis où ils étaient en mode bof, non. Ouais. Tu vois, donc, je suis. Mais c'est ça, tu vois, en Europe, on a réussi à se dire, bon, on est dominé économiquement par les États-Unis. Les États-Unis, avec leur plan Marshall, ont détruit les économies européennes. Ça aussi, il ne faut pas se leurrer. Hein. Le plan Marshall, c'est de la colonisation économique. C'est le jean, c'est le t-shirt, c'est le tout ça. C'est les grandes surfaces Attention, tu commences à ressembler à Christian Clavier ou à Michel Sardou, là. Ah ouais. Ah bah tu vois, je connaissais même pas leur position. Mais voilà, non, mais il y a une réalité historique derrière ça. Ouais. Et tu sais, ça a permis à beaucoup de Français de se relever après la guerre, de mettre du pain sur la table alors qu'ils avaient des tickets de pain. Ça leur a permis de reconstruire des bâtiments. Ça a permis de panser les plaies des bombardements. Bernard Tapie. Voilà. Donc, c'est pas forcément que mauvais. Hein. Il faut ouvrir les yeux sur ce que c'est, mais comprendre que c'est pas forcément Si mauvais. vous avez un truc à retenir du podcast, les bons, les méchants, ça n'existe pas. Le monde manichéen n'existe pas. Yes. Tout est à... Oh Oh la vache, je sais pas si ça s'enregistre, C'est mais puissant. c'est incroyable si ça s'enregistre. Tout est à prendre avec contexte, rationalisation et réflexion, et que c'est très rare les gens qui ont le pouvoir de eux-mêmes faire leurs propres décisions au point de détruire des vies. Mais Et moraliser la politique internationale, c'est se tromper totalement. C'est apposer un jugement personnel de 1 à 1 sur des choses qui ont beaucoup de facteurs. Mais pour finir, à la fin, le produit final qu'on a créé, c'était justement le fait de dire on va créer une alliance économique sur le charbon et l'acier. On va commencer petit à petit à se rendre tellement de services les uns aux autres, à combler les lacunes des autres, à se rendre dépendants parce que justement ça va nous relier, qu'on a réussi à créer plus qu'une paix en fait, on a créé une coopération. Parce qu'être en paix avec ton voisin, moi je dis souvent ça, il y a des paix qui sont plus nocives que certaines guerres. Il y a des paix qui sont tellement intestines que tu sais que ça va sortir sur une guerre encore plus néfaste. Et c'est ce qu'on a vu au Moyen-Orient. C'est pas des vraies paix. C'est pas vrai que tu es en paix quand il n'y a pas de coup de feu tiré. Parce que ça peut être bien pire ce qui se passe en réalité à l'intérieur même de l'État, vis-à-vis des ressortissants de l'autre État, etc. Alors je dis pas que la guerre est meilleure que la paix, mais il faut s'assurer d'une paix durable. Et ça passe par une légitimité. Et la légitimité légale, vis-à-vis de la CPI, c'est quelque chose qui est tellement bon. Parce que derrière, tu pourras gueuler autant que tu veux au niveau de ta petite politique interne. Le reste du monde te verra comme illégitime d'avoir cette position. Et à partir de là, il ne peut plus y avoir de jeu de « oui, mais tu comprends, ils ont subi quelque chose de grave, alors maintenant ils font ça ». Non, il y a le droit. Si on l'applique dans le cadre privé, on doit l'appliquer dans le cadre international. une des raisons pour laquelle la sortie... Et là, on pourra mettre de la moralité après ça, pardon. Non, une des raisons pour laquelle la Seconde Guerre mondiale, ça s'est aussi bien passé entre grands guillemets la sortie en Europe, c'est parce qu'on a traduit en justice tous ces gens-là. Exactement. Tous les gens qui participaient à ça. Alors après, sinon, on aurait pu dire tous les Allemands sont des nazis, let's go. Hein. C'est ça, c'est qu'on a trouvé autre chose. Tant mieux. Des coupables, on les a traduits en justice. Ça, bon, ils ont eu la peine de mort parce qu'ils ont jugé que c'était trop grave, etc. Puis à l'époque, c'était à une époque où, vous savez que la même année, il y a Star Wars qui sort et la dernière exécution par la guillotine en France. Voilà, pour vous donner, c'était 1977. Et la guillotine a été abolie plus tard encore. Ouais, plus tard encore. Donc, en vrai, Badinter est mort récemment, c'est 80, je crois, c'est ça l'abolition. Badinter. C'est dur à dire, il y a beaucoup de voyelles. Ouais, il y a 3 voyelles, c'est un mot d'adulte. Hein. Ouais. Et je me dis, tu vois, s'il n'y avait pas eu ça, je pense que déjà, est-ce que 3 syllabes, même pas 3 voyelles, bordel. Est-ce que les gens de la religion juive se seraient sentis quelque chose, tu vois, auraient eu la sensation que c'était vraiment terminé vis-à-vis de l'Allemagne. Et puis à l'intérieur de l'Allemagne, comment ça serait passé. Enfin, ce serait fascinant. Et je pense que effectivement, là, la traduction en justice a fait en sorte que ça a mis tout le monde d'accord où il n'y a pas... Oui, voilà, on peut pas aller plus loin. Mais tu vois, c'était ça ma question. Et je pense c'est une question ouverte qu'on va faire, mais qui reste ça. Répondez en commentaire. En vrai de vrai, je suis pas sûr que... en relation internationale, on n'aurait pas besoin de quelque chose de plus, tu vois. Donc voilà. Donc t'inquiète pas, c'est qui me dit que j'ai bientôt plus d'espace. D'accord, donc, oui, c'est ça qui me s'arrête. faisait peur. Bah écoute, moi j'en ai fini là-dessus.
Parfait. Moralité, la paix, c'est meilleur que la guerre. Ouais, et les relations internationales sont plus compliquées que tout ce qu'on pourra vous dire. Il y a Faites pas plus de bons et de d'enfants, il gentils. faut un réarmement démographique. Oh, arrêtez avec ça. Voilà, donc on a passé une bonne heure. C'était des bières et des C'est ça que je bas. vais faire. Et on se dit à la semaine prochaine pour Ouais. un nouvel épisode sur la chaîne YouTube, filmé sur les autres trucs ailleurs. Mettez-nous En des audio. commentaires. Et puis suivez-nous sur tous les réseaux. Ouais, et puis voilà. C'est bon. Portez-vous Ciao tout bien. le monde. Bye. Merci beaucoup.